Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Droit à la parole. Droit à la parole qui est ce cadre que nous avons en commun choisi pour exprimer les meilleures idées que nous pouvons récolter autour de nous, mais surtout aussi pour manifester notre attachement à un destin collectif. Les Congolais savent qu'ils sont dans un pays qui a été béni par la nature. Les Congolais savent que ce pays qui est extraordinairement pourvu en ressources naturelles est quand même devenu depuis quelques années le théâtre d'une grande souffrance. La population ne parvient pas à régler ses problèmes fondamentaux. Les gouvernants se battent tous les jours comme si c'était devant le mythe de Sisyphe. Donc chaque jour a sa catastrophe et chaque jour a ses peines. Nous nous venons à peine aujourd'hui sur une pluie diluvienne de perdre plus de 140 de nos compatriotes. Nous sommes donc dans un pays qui est aujourd'hui identifié comme pays solution, mais qui doit lui-même déjà trouver des solutions pour sa population. Pour ça, il faut récolter les idées, il faut récolter les stratégies, il faut qu'il y ait de l'engagement, il faut qu'il y ait une génération de ceux qui décident de mettre une borne à cette souffrance. C'est donc une action qui est transversale. Ça traverse les partis politiques, ça traverse les paroisses différentes pour la conquête ou la conservation. À quoi sert d'avoir un pouvoir s'il ne résout pas les problèmes de son peuple? À quoi sert de chercher un pouvoir s'il n'intègre pas les solutions fondamentales? Voilà, je commence cette émission comme ça, vous l'avez senti, sur ce ton de gravité, parce que je pense que le moment est venu d'aller au fond des choses. Quand le mal est structurel, il faut se donner le moyen de la réflexion profonde. Cette réflexion ne peut venir que si on fait un recul, on fait un détachement. J'ai donc le plaisir aujourd'hui, quand même mitigé à cause du contexte, de recevoir quelqu'un qui vient au nom d'une dynamique, au nom d'un mouvement. Des Congolais qui se sont dit, trop c'est trop, nous allons mettre la main à la pâte, nous allons aider notre pays à voir clair et à ne pas chavirer. Ils ont donc créé une dynamique, un mouvement, dont le nom est évocateur de toute l'authenticité de notre pays. Le mouvement s'appelle Alima. Vous en saurez davantage tout au long de cette émission parce que j'ai réservé cette première émission à la connaissance de ce mouvement, de ses idées, mais surtout à la connexion entre ces mouvements et notre marche collective. Pour en parler, et vous êtes certainement curieux, j'ai donc le porte-étendard un peu de ce mouvement, le coordonnateur de cette dynamique qui s'appelle M. Hervé Ekombolo, que je salue. Bonjour M. Hervé. Bonjour M. Willy Kalengai. Vous avez donc compris que je suis avec vous pour quelque chose de très sérieux. Tout à fait. J'ai mis ça vraiment au sérieux parce que chaque jour qui passe, notre conscience est interpellée. Nous ne pouvons plus vivre simplement dans la contradiction opposition-pouvoir, non. Oui. Ici, on a dépassé ce cadre-là, parce que ce qui est en jeu, c'est tout le pays. Tout à fait. C'est le cadre de notre vie commune. Alors, je suis donc avec vous. Vous êtes un Congolais, vous avez fait des études universitaires en relations internationales, vous travaillez dans une multinationale installée localement ici, donc là n'est pas le problème, donc vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait du travail parce que vous travaillez. Oui. Alors, pourquoi avoir décidé comme ça de vous engager? Quel est l'état d'esprit qui a animé votre démarche? Voilà ma première question. Merci beaucoup. Mais avant tout, je voudrais d'abord reconnaître que les mots que vous avez utilisés pour introduire cette émission ont été des mots justes, des mots percutants. Parce qu'effectivement, nous nous trouvons aujourd'hui entre plusieurs malheurs et nous ne savons pas lequel pleurer d'abord. Et là, bien entendu, avec votre permission, je voudrais encore une fois de plus exprimer toute ma compassion aux familles éplorées suite aux dégâts causés par la pluie diluvienne qu'on a eu ici il y a 2 jours, qui emporte plus d'une centaine de personnes. Nous n'allons pas ici pointer du doigt les vrais responsables, mais on se retrouve aujourd'hui devant plusieurs urgences et le pays le mal est profond et qui demande bien entendu que l'on puisse transcender nos divergences pour trouver des solutions idoines qui pourra sortir le pays de l'eau. Donc voilà un peu pour commencer. Alima, comme vous avez dit, est un mot lingala.
qui veut simplement dire droiture ou intégrité en français. Parce que nous avons estimé qu'un des mots qui mine un peu notre société, notre environnement, c'est aussi un problème d'intégrité. Il y a beaucoup de crises de moralité qui font qu'aujourd'hui, le peuple ne se retrouve plus. Hein, comme vous avez présenté, un pays qui regorge autant de ressources naturelles, mais qui a une population pauvre qui est presque assise sur une mine d'or. Le contraste là fait qu'aujourd'hui, nous puissions réfléchir de manière froide pour comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe depuis 1960 que le pays n'arrive pas véritablement à décoller. Donc à Lima, c'est aussi et avant tout un regroupement de frustrés. Comme vous savez, il y a beaucoup de frustration, notamment par la manière même dont nos richesses sont gérées par une oligarchie, des gens qui estiment qu'ils peuvent à eux seuls partager ces richesses-là au détriment de toute une population. Alors, pour la petite histoire, vous-même, parce que vous pouviez vivre de votre vie, vous pouviez continuer votre bonhomme de chemin, vous avez étudié, vous travaillez, vous avez une famille. Qu'est-ce qui vous a, avant d'arriver à Lima, qu'est-ce qui vous a, vous-même, personnellement, poussé à l'engagement? Pourquoi avoir décidé individuellement de vous engager? Ce n'est pas la quête du pouvoir, la recherche des honneurs, comme beaucoup le font? Aujourd'hui, comme je dis, le débat n'est plus celui-là. C'est vrai qu'on se recherche, les gens se recherchent, et la plupart des amis avec qui nous avons étudié, la majorité ne sont plus ici. La majorité a quitté le pays simplement parce que, ne voyant pas une issue certaine, elle se dit qu'elle devait aller à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on a exporté beaucoup d'intelligence à l'extérieur, en important peut-être nous on estime qu'on importe les meilleurs, mais je ne crois pas qu'un pays sérieux peut exporter ses meilleurs. On n'exporte que les résidus. Mais nous, par contre, nous faisons les contraires. Nous exportons beaucoup plus les meilleurs et nous gardons les résidus d'ailleurs. Tout à fait. Donc il faut voir les choses dans ce sens-là. Donc c'est beaucoup plus un fardeau, comme un appel que nous ressentons. Vous voyez, Camus a dit qu'il y a de la honte d'être erré tout seul. À quoi ça sert de tout le jour, quand on est au sommet d'un immeuble, mais à un moment donné, on est obligé de descendre. Et quand vous descendez, qui vous rencontrez? Vous rencontrez vos amis, vous rencontrez votre famille, qui est pauvre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que son propre confort. Il faut voir comment on peut travailler pour le bonheur du plus grand nombre. Et ce qui a manqué aux pères de l'indépendance. Parce que lorsqu'ils héritent le pays, ils ne se sont pas focalisés sur l'essentiel. L'essentiel était comment travailler pour le bonheur, l'épanouissement du plus grand nombre. Ils ont travaillé pour eux-mêmes. C'était des jouisseurs. Ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas rodés. Ils n'étaient pas assez matures pour se focaliser juste sur la gestion de la chose publique. Donc, dans une certaine mesure, ils ont créé des moments difficiles après eux, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais Ibn, un homme d'État du Moyen-Âge arabe, qui disait que les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Simplement parce qu'ils n'anticipent pas. Ils trouvent un pays. Dans leur jouissance. Tout à fait. Ils veulent imiter les Blancs, faire exactement ce que l'autre fait, ou ce qui est meilleur ne peut venir que du Blanc ou de l'Occident. Donc, ils se sont vus engloutis, embobinés par ce système, ne voyant pas les dégâts que ce système-là pourront causer demain. Alors, vous prenez un très grand risque de mettre le focus de votre action sur une valeur. Parce que la valeur d'intégrité dans un pays comme le nôtre, nous sommes quand même relativement très mal cotés, s'agissant de la corruption, s'agissant de la concussion. Alors, comment vous comptez, nous allons aller dans les fonds tout à l'heure, mais comment vous pensez que
un pays dont la maladie est morale, où est-ce qu'elle va trouver les sources d'intégrité? Comment on fait pour pouvoir, si c'est une maladie collective, comment on fait pour y mettre fin? Vous puisez ça où? Où sont les réserves d'intégrité? Où sont les sources dans lesquelles vous allez puiser pour pouvoir impacter positivement le pays? D'abord, Alima comme mot, mais nous avons pu d'abord trouver des valeurs que nous partageons avec nos compatriotes. C'est que le Allah représente l'amour comme valeur. Il faut de l'amour. Quand il y a de l'amour, vous avez le sens du partage. Ok? Quand il y a de l'amour, vous aimez votre pays. Vous n'avez pas besoin d'écraser l'autre pour exister. Vous n'avez pas besoin de prendre chez l'autre pour vivre. Chacun a sa place et chacun est appelé à jouer sa partition. Ça, c'est très important. Et puis, vous avez le L, c'est le leadership. Parce que moi, je pense, ou nous pensons au sein d'Alima, que profondément, pour que les choses changent dans notre pays, il faut que ça se fasse à partir du sommet. Aujourd'hui, il y a une adéquation entre le message et le messager. On dit des choses, mais on ne le fait pas. Donc, il y a beaucoup de promesses et nous sommes même fatigués de promesses. Déjà, nous avons les promesses des dieux. Faut-il encore des promesses des hommes et qui ont du mal à pouvoir le réaliser? Donc, je pense qu'il faut réduire ces hiatus-là qu'il y a entre le message et le messager. Ça, c'est déjà un. Et des deux, arriver à... On ne peut pas non plus combattre la faiblesse tout en étant soi-même dans cette faiblesse-là. Ou dans un environnement qui nourrit cette faiblesse. Donc, il faut prendre des décisions. Et quand on prend des décisions, ça doit se faire suivre par une certaine discipline, une certaine parcimonie. Tout à fait. Donc, promesses. Déjà, nous avons les promesses des dieux. Faut-il encore des promesses des hommes et qui ont du mal à pouvoir le réaliser? Donc, je pense qu'il faut réduire ces hiatus-là qu'il y a entre le message et le messager. Ça, c'est déjà un. On dit, mais c'est que les parents font. Donc, il est important qu'on intègre ça dans notre façon de faire les choses. Donc, et je voudrais vraiment... la question, elle vaut tout son pesant d'or. Je vous en prie. C'est que il faut intégrer la sanction. C'est le manque des sanctions qui fait qu'aujourd'hui, les gens se permettent toutes sortes de gâteries. Et quand on parle de détournement, de vol, on ne parle pas d'1 million de francs congolais. On parle d'1 million de dollars. Et ça va toujours crescendo. Et ça, c'est un danger. Donc, il faut mettre des garde-fous. C'est vrai qu'en tout homme, il y a une certaine folie et qui peut se déclarer à tout moment. Mais nous devons mettre des garde-fous de telle sorte que lorsque cette folie se déclare, qu'elle trouve déjà des garde-fous pour ne pas atteindre les autres. Mais lorsque sa folie commence à atteindre les autres, c'est l'anarchie, c'est le désordre total. Et ce que je déplore encore, c'est que les mêmes bourreaux, ceux qui nous prennent, nous paupérisent, ceux qui prennent nos richesses, demain, ils viennent encore en sauveur. Et le peuple les applaudisse. Et c'est là où nous voulons mener une révolution de la pensée. Changer notre façon de voir les choses. Rédiger un narratif propre avec nos mots, mais qui nous sorte un peu de cet enclos de pensée qu'on nous a imposé par l'extérieur. De croire que c'est comme un peu le syndrome du Stockholm. Quelqu'un qui vous a anéanti, qui vous a détruit, qui vous a tout privé. Vous êtes resté attaché tout à fait. Oui, oui. Il faut qu'on devienne beaucoup plus exigeant et rigoureux. Ça, c'est le rôle que veut également jouer. Je reste avec vous encore sur le L, là, sur le leadership. Je comprends bien que vous dépassez le cadre simplement des institutions politiques. Vous allez même dans les institutions sociales. Vous allez même... Le leadership, c'est aussi dans les églises. C'est aussi dans les familles, dans les écoles. Vous faites comment pour que ce leadership-là puisse s'exprimer? Comment on fait? Parce que c'est un moyen que vous avez mis. Comment on fait pour que le leadership s'exprime? C'est comme ça que je dis, d'abord, ça doit commencer par la prise de parole. Il faut que les gens comprennent où nous allons. Sinon, nous naviguons à vue. Et chacun, de par sa responsabilité. Parce que le leadership, non seulement c'est une position, mais c'est aussi une vision. Quelle est la vision du Congo? Quelle est la vision de sa famille? Où nous voulons réellement aller? Il faut qu'on sache. Et la vision ici n'est pas celle d'une personne. Parce que sinon, chacun, quand il, à tour de rôle, viendra avec sa propre vision. Ce que nous voulons au sein d'Alima, c'est de nous mettre d'abord ensemble.
qu'on puisse réfléchir, de mobiliser les intelligences, faire un mapping des cerveaux congolais, trouver des solutions locales. C'est comme ça que je dis, le narratif que nous devons rédiger doit s'adapter à nos réalités. Et nous devons le rédiger avec nos propres mots, tenant compte de nos traditions, de nos valeurs, de nos cultures. Et ce n'est qu'après que nous pourrions, par exemple, décider de dire Congo à l'horizon 2085. Comme vous le savez, le Congo aura totalisé 200 ans, donc 2 siècles, depuis 1885, où le Congo a été conçu, mais par une intelligence extérieure et exclusivement pour des intérêts d'autres peuples que le peuple congolais. Les gens se réunissent pour parler d'un pays, mais pas pour ce pays-là, mais pour eux-mêmes. Ils décident même de faire de ce pays-là un marché commun. Vous comprenez un peu cette intelligence-là? Elle est importée. Maintenant, que disons-nous de notre pays, nous-mêmes? Si eux ont fait du Congo un marché commun, mais nous-mêmes, que disons-nous de notre pays, de notre propre pays? Donc, il faut construire cette vision-là, construire ce leadership-là, oui, qui doit être une vision commune. Tout à fait. Avec des mots propres, narratifs. Créer un nouveau logiciel de pensée. Construire une conscience nationale, un récit national. Il faut l'écrire. Chacun dans son expertise, journaliste, médecin, chacun avec son expérience. Nous devons tous nous mettre ensemble. Comme je dis, il est temps peut-être d'utiliser véritablement nos cerveaux plutôt que de les avoir dans nos ventres. Parce que le Congo est devenu situationniste. Il ne travaille que pour la situation qui se présente. Oublions de travailler dans la durée. Demain, nous sommes appelés à partir. Aucun homme n'est immuable. Mais nous devons travailler pour les générations futures. Quand ils viendront, ils trouveront quelle forme du pays. Le Congo aujourd'hui a une forme d'une cafetière. Mais moi, je me bats. Nous voulons nous battre pour que nos enfants demain trouvent la même forme. Et nous voulons aussi diriger demain. Mais nous allons diriger quel pays? Assis, par terre ou un pays debout? Donc d'où l'importance du leadership que nous devons tous nous mettre ensemble, définir le Congo que nous voulons pour demain et rentrer dans le présent. Parce que le leadership, c'est aussi l'anticipation. C'est le fait aussi de voyager dans son futur et de rentrer dans le présent et commencer à guider les gens vers une certaine direction. Lorsqu'il n'y a pas de direction, les gens se perdent. Donc il est important aujourd'hui de construire aussi ce nous collectif, en tant que peuple, en tant qu'une nation, de nous rappeler certaines choses. Il y a beaucoup de valeurs que nous devrions en temps normal partager, mais nous ne partageons plus rien ensemble parce qu'on nous a volé pratiquement toute notre spiritualité. Nous avons tout perdu. Le Congo ressemble aujourd'hui à un récipient vide. Nous ne savons pas, même l'espérance, même le rêve est détruit. Simplement, justement, parce que la chose publique n'est pas bien gérée. Il n'y a pas d'orthodoxie dans la manière de gérer le pays, ce qui ne rassure pas. On ne croit plus en rien. Il n'y a pas un vrai leadership qui nous sorte un peu de ce désespoir, qui nous sorte un peu de cette humiliation. Aujourd'hui, avec les révélations qui se font sur la situation à l'Est, ça nous a permis aussi, dans une certaine mesure, de nous remettre en question. Vous connaissez Mabika Kalanda, qui était le ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement, je crois, à Doula, de Lumumba, et lui était ministre des Affaires étrangères. Il a dit dans son ouvrage, remise en question, que si les autres nous exploitent, c'est que nous sommes exploitables. Maintenant, il est question de prendre conscience. Est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas le cas? Nous devons nous rappeler qu'il y a eu des grands dans ce pays. Il y a eu de Kimbangu, il y a eu Lumumba, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait la fierté de ce pays. Nous ne sommes pas un petit peuple. Un peu comme Napoléon qui dit que la politique de tous les pays est dans sa géographie. Si le Rwanda se comporte de cette façon-là, c'est par rapport à leur géographie. Ils ont développé des approches expansionnistes et hégémoniques simplement parce que leur pays est trop petit. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre géographie? Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur de l'Afrique, partageant nos frontières avec 9 pays voisins. On fait comment? Comment on les gère? Comment on se dit que nous avons des ennemis potentiels et des ennemis réels? Comment on les étudie? Comment nous anticipons des crises? Comment nous formons nos propres enfants pour comprendre que nous sommes dans une situation de lutte, de combat au quotidien par rapport à ce que le pays regorge comme richesse et qui fait
la convoitise qui attise la convoitise des autres, des multinationales et consorts. Et comme vous savez, à chaque fois que le monde industriel occidental avait besoin d'un minerai stratégique, il recourait au Congo. Comment nous partageons ça? Et surtout que les minerais sont des minerais sont intarissables, sont tarissables. Ça va se terminer. Ça va se terminer un jour. Alors donc là, vous venez de développer, je vous ai laissé le temps de vous exprimer. C'est tout à votre honneur. La question du leadership, c'était dans le mot aliment, nous étions à la lettre L. L. Je n'ai pas oublié le leadership. Voilà, nous sommes maintenant à la lettre I. I, c'est l'intégrité. Voilà. Justement parce que il faut être ennemi du gain malhonnête. Vous savez, permettez-moi, parce que je suis un grand lecteur de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, où je vois Moïse, un grand leader, un grand prophète connu de tous, formé en Égypte, tout ce que vous voulez, mais il lui manquait quelque chose que son beau-père a vu, Jéthro, qui lui dit, Moïse, je vois que tu gères tout, même les petites affaires. Je te conseille, pour beaucoup plus d'efficacité, que tu puisses choisir parmi les peuples des gens capables, le premier critère, la capacité, la compétence, la méritocratie. Il dit d'abord les gens capables. En deuxième lieu, il dit, tu pourras le placer un groupe de 1000, de 100, de 10. Même cette capacité-là est adaptée par rapport au nombre. Tout le monde ne peut pas gérer 1000 personnes. Et de fois, nous critiquons nos dirigeants, mais nous ne tenons pas compte qu'ils ne donnent que à la mesure de leur capacité ou de leurs compétences. Donc par moment, il ne faut pas exiger beaucoup aux autres. Et comme j'ai toujours dit, chaque génération fait face à son propre Goliath. Même si nous, aujourd'hui, nous faisons face finalement à une armée, à toute une armée de Goliath. Donc pour revenir sur ce que j'ai trop donné comme conseil à Moïse, d'abord la capacité, être capable. Et en deuxième lieu, dit, des ennemis du gain malhonnête, intégrité. Des hommes qui ne souffrent pas d'une mauvaise moralité. Ennemis du gain malhonnête. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous prenez, vous ne faites aucun check sur leur background. Qu'est-ce qu'ils ont été dans le passé? Vous nommez des gens qui ne représentent rien, qui n'ont aucune moralité, qui n'ont jamais travaillé de toute leur vie, qui n'ont jamais mérité quoi que ce soit. Vous les placez sur 1000 personnes. Ou vous les placez là où il y a de l'argent, sachant très bien le problème anxieux que les Congolais ont avec de l'argent. Mais vous le placez quand même. Mais j'ai trop dit à Moïse, voilà, il faut faire ceci, cela, ennemi du gain malhonnête. Et en troisième lieu, il dit que ceux-là traiteront de petites affaires et ne pourront vous transmettre que les grandes. Moïse a exécuté à la lettre ce que Jéthro lui avait donné comme conseil. On ne peut pas tout gérer. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Okay? Nous ne pouvons pas non plus tout demander également au chef de l'État, par exemple dans notre contexte, où tout le monde est focalisé sur l'action du chef. Mais les bourgmestres, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le rôle du bourgmestre dans notre pays? Quel est son job description? Quel est le rôle du gouverneur? Chacun doit répondre par rapport à ses responsabilités, puisqu'ils sont payés. Et d'ailleurs, ici, les salaires sont tellement énormes. Je suis scandalisé quand j'entends qu'un député puisse toucher 21 000 $. Pour faire quoi avec? Pourquoi ces dissensions? Je ne dis pas qu'on doit réduire, mais les autres gagnent combien? Ceux qui se battent aujourd'hui pour la sauvegarde et la survie de notre pays touchent combien? Il faut que dans ce pays, que tout Congolais non seulement mérite son salaire, mais vive dignement. Qu'il ait de quoi nouer les deux bouts du mois. Il faut respecter les gens, respecter chaque travail. Mais ce n'est pas le cas, et ce qui crée aussi une sorte de discorde nationale. Donc le manque d'intégrité à l'origine de toutes ces dissensions, et vous l'avez intégré tout à fait dans votre démarche. Nous continuons, nous arrivons au M. Oui. Le M, c'est la maturité. Nous voulons aussi que la maturité soit une valeur que nous devons partager. Nous accepter tel qu'on est, avec nos différences. Okay? Nous devons accepter et intégrer que le Congo regroupe aujourd'hui 450 tribus. Et chaque tribalité a sa richesse.
Et ça nous enrichit, ça fait notre force. Mais seulement, nous devons être matures pour que nous puissions tous nous arrêter à un carrefour, à un rond-point que nous appelons la nation. Parce que lorsque la tribalité traverse, va au-delà de ce carrefour, ça devient du tribalisme, ça devient du triomphalisme, ça devient du régionalisme, du copinage, et ce que nous décrions. Et ce sont des vices que nous devons extirper à tout prix. Donc voilà un peu... alors, revenons un peu, parce que la maturité comme valeur, la maturité c'est un processus. Alors, quand vous regardez notre pays où les gens, faut-il absolument oublier sa tribu pour être un bon nationaliste, ou comment gérer son identité tribale pour être efficace à l'ensemble? C'est comme ça que je dis, il faut que nous puissions, nous emmenons notre tribalité, qui est une richesse, qui est une valeur. Parce que j'aime le Tchakamede, mais chez nous, on ne mange pas, ça ne vient pas de nous. Mais c'est le Congo. Vous nous emmenez ça, mais nous devons nous arrêter tous à ce carrefour-là pour construire ce collectif, le nous collectif, la nation congolaise. C'est ça la maturité. Ok? Mais lorsque, même avec, malheureusement, nous n'avions plus de carte d'identité, ça fait des années, et dans un pays sérieux, nous devrions tous avoir des cartes d'identité, où nous devons enlever, nous n'avons pas besoin de mettre... c'est déjà la nation. Parce que lorsqu'on arrive à imprimer une carte d'identité, c'est déjà au niveau de la nation, ok? L'État se veut être rassembleur. Donc en ce moment-là, on met juste la nationalité congolaise. On ne peut pas commencer à... On ne peut pas mettre chefferie, comme c'était à l'époque, province d'origine. Même aujourd'hui, ça n'est pas fini. Oui, parce qu'on n'a pas de carte d'identité. Oui, oui. Mais le jour où on a une carte d'identité nationale, je propose, c'est une suggestion, que l'on puisse, pour justement encourager le nous collectif, que nous puissions élaguer tout ça. On n'en a pas besoin. Je vous pose une autre question. Vous venez de parler de maturation, donc nous devons mûrir. Je vous disais tout à l'heure que la maturation, c'est un processus. Alors l'Afrique, le Congo en particulier, l'Afrique en général, nous avons connu des interruptions dans notre progrès naturel. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, et maintenant même les régimes qui se sont succédés, qui n'étaient pas fondés sur la liberté. Et une des choses qui a été quand même perturbée, c'est que la spiritualité africaine, elle a été bousculée quand même par les religions importées. Vous venez tout à l'heure de citer Moïse, c'est quand même de la Bible. Alors, comment faire pour que l'Africain, indépendamment des adhésions ultérieures, l'islam, le christianisme et d'autres religions, comment peut-il retrouver sa spiritualité naturelle et devenir fort comme d'autres peuples sans renier ses adhésions ultérieures? Comment vous voyez ça? Je pense qu'il faut d'abord commencer par nous souvenir, nous rappeler de ce qui a fait notre force dans les temps. Et c'est comme ça que je parle de la mémoire collective. Nous devons créer des masses critiques, nous parler, s'approprier de notre propre histoire. Vous savez que nous avons laissé le soin aux chasseurs seuls de raconter l'histoire, les Occidentaux. C'est eux qui ont raconté l'histoire du Congo. Et ils ont mis les gibiers aussi a pris part dans cette histoire. Il faut donner aussi la possibilité au gibier de donner sa version de fait. Aujourd'hui, par exemple, quand je vois le programme scolaire qu'on a toujours eu, et ça n'a jamais été véritablement remanié, je crains que demain nous puissions connaître encore des nouveaux malheurs. Pourquoi? On dit par exemple que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Est-ce qu'avant que Diego Cao se pointe à cet endroit-là, n'y avait-il pas des gens? Il est important, c'est comme ça que je dis, il est important aujourd'hui aux Africains de pouvoir se réapproprier de leur propre histoire et de pouvoir le raconter avec leurs propres mots. Les pères fondateurs de ce pays ne sont pas nos pères de l'indépendance. Le père fondateur, quand ils conçoivent ce pays, ils utilisent leurs intelligences. Ils imposent leurs intelligences.
Et nous, quand on hérite un tel pays, nous nous retrouvons embobinés. Ils forment beaucoup plus de, comme en anglais on dit, de nègres des maisons, donc de house nigger. Donc les gens qui obéissent à la lettre parce qu'estimant que ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Alors que lui aussi a des valeurs. Quand je vois le Congo, avec K bien sûr, c'est l'association de deux mots. C'est le Ko et le Ngo. Le Ngo, c'est le léopard. Ok? Et le Ko, c'est l'allié du léopard. Parce que nos ancêtres, nos aïeux, allaient en chasse avec les léopards. Ce n'était pas avec des chiens. C'est-à-dire, ils arrivaient à dompter les léopards. Comment ils faisaient? Vous voyez? Et puis nous, en tant que Bantous, chaque nom a une signification, a une philosophie, a une spiritualité qui s'adapte. Nous avons nos propres forces. Quand je dis que nous devons définir le Congo de demain par rapport à nos réalités, à nos cultures, parce que j'estime que il y a des mots qui doivent venir de nous. Les Français aujourd'hui nous divisent. Et je ne crois plus en cette langue. Elle est belle, peut-être pour la poésie ou la romance. Mais pas pour la force qu'elle Non, elle ne communique pas assez de force aux Africains. Ce n'est pas une langue de développement. Regardez, observez la plupart des pays qui ont été, africains, où il y a la prédominance de la langue française. Ces pays-là ne se développent pas. Il y a un souci. Mais quand vous voyez chez les anglophones, la culture anglo-saxonne, c'est une langue de développement. Ce n'est pas au détriment de la langue française, mais je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de sortir un peu de l'hypocrisie et commencer à se regarder en face et se dire certaines choses. Parce que ça n'encourage pas. Dès lors que vous parlez mal ou vous utilisez à tort un mot, on peut vous indexer tout ce qu'on veut, on vous diminue, on vous vilipende. Mais quand je vais aux États-Unis ou quand on discute avec les gens qui parlent anglais, ils vous encouragent. Ils vous disent go ahead, got it. Donc je comprends ce que vous dites. Le plus important, c'est les contenus. Ce que vous êtes capable de faire ou de dire qui compte. Mais ce n'est pas dans la forme. Et le français nous impose de rester dans la forme et ne pas dans le fond. On ne se développe pas avec une telle langue. Donc, je suggère, encore une fois de plus, que dans le système éducatif, dans le programme, si jamais demain il y a des réformes qui seront proposées dans ce sens, qu'on puisse intégrer ou réintégrer nos 4 langues nationales. Là où il y a une prédominance du lingala, qu'on intègre le lingala, de sorte qu'on commence à essayer d'expliquer certains concepts en français ou en anglais, mais qu'on trouve leur source en nos langues. Quand je parle par exemple aujourd'hui de la mer, de la terre, les deux mots ont une même source. C'est celle qui nourrit. Mais quand je reviens au lingala, parce que là vraiment j'essaye de m'imaginer, terre veut dire mabélé. Est-ce que ce n'est pas par abus de langage qu'on dit mabélé, mais ce n'est pas mabélé de la mer, finalement qui nourrit. Ok? Parce que lorsque je comprends ça dans ce sens, c'est que il s'établit un lien entre la mère et l'enfant. Il y a un attachement. Est-ce que le fait de ne pas comprendre ça nous détache un peu de notre mère patrie? Et pourtant, on a besoin que peu importe ce que nous faisons, peu importe nos divergences, mais lorsque par exemple la mère crie au secours ou a des soucis, tous les enfants arrivent. Tous nos égaux. Tous ces enfants arrivent. Nous transcendons un peu nos différences, nos divergences, nos différends même, un sursaut patriotique, que nous puissions tous aller au chevet de notre mère pour la secourir. Et puis après, nous pourrions voir et revenir sur nos problèmes en interne. Mais ce qu'aujourd'hui je déplore encore, c'est que nous allons à l'extérieur, dans les médias internationaux, pour vilipender, nous accuser nous-mêmes, nous détruire nous-mêmes. Donc nous ne cessons de réaliser le rêve de l'Occident, qui veut observer cette division entre les Congolais, qui attise, qui stimule cette discorde nationale. C'est vrai, il y a à reprocher, et cette discorde nationale aussi est créée entre autres par ce que nous sommes en train de vivre au quotidien, les détournements, comment la chose publique est gérée avec beaucoup de légèreté. Mais quand le pays a un souci, ou quand nous avons affaire à un ennemi commun, nous devons nous dépasser. En tout cas, M. Kombolo, vous voyez, je vous suis calmement,
je suis connu pour quelqu'un qui aime critiquer, discuter, mais là, je vous suis parce que vous produisez de la substance et c'est de notre devoir que d'apporter ces substances-là une puissance un peu plus élevée pour que ça arrive de là. Ceux qui nous suivent en ce moment, je pense à 2 personnes qui vont certainement être extrêmement heureuses de vous entendre parler. Je pense ici au professeur Kambaï Boatia, qui parle beaucoup de la capacité que nous avons d'aller trouver dans nos langues la force qui est enfouie. Je pense aussi à M. Katende Katch, qui est l'un des plus grands dramaturges du pays, qui a d'ailleurs écrit une pièce de théâtre sur cette question, la question de rentrer en nous-mêmes et de trouver la force dans les mots, parce que l'héritage, nous n'avions pas l'écriture, mais nous avions la langue. Et la langue, elle est un véhicule de puissance, et vous venez de le démontrer. D'ailleurs, moi, j'ai aimé ces jeux de mots, ma belle et ma belle. Donc, dans une même famille, les enfants peuvent être en conflit. Mais quand on leur dit que leur maman est malade, tous viennent au chevet de leur maman. Aujourd'hui que le Congo est attaqué, est agressé, les Congolais devraient tous aller vers la mer, voir comment sauver la maman dont nous tirons tous notre vie. Je suis vraiment content de cela et c'est rare que je le dise dans une émission alors que je devais vous attaquer, vous poser des questions. Mais allons-y, vous êtes maintenant à la dernière lettre qui est la lettre, je crois, Alima A. Voilà, ça signifie quoi? Action. Parce que nous ne voulons pas simplement rester dans des discours. Et souvent, les discours sont creux. Et nous voulons aussi poser certains actes. Des actes qui vont faire que les Congolais puissent se réveiller. Ou réveiller le sens patriotique du Congolais aujourd'hui. Parce qu'Alima poursuit 3 objectifs principaux. Comme je dis, le premier étant d'identifier ou de faire un mapping des intelligences congolaises. Nous avons beaucoup utilisé nos hanches, le loketo. Je ne suis pas contre. J'aime beaucoup la culture et j'en connais quelque chose, comment des grands messages ont été véhiculés notamment par nos chansons et consorts. Mais je ne veux simplement pas que nous puissions rester dans la danse, que nous puissions aussi porter nos cerveaux et les utiliser de manière optimale. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. Chacun partant de son expérience, de son expertise, nous nous mettons ensemble pour finalement définir le Congo que nous voulons, parce que nous savons ce que nous voulons et nous connaissons nos réalités et nous devons adapter ce que nous avons appris peut-être de l'extérieur par rapport à nos réalités. Essayer de les tropicaliser. Tout n'est pas mauvais. Un peu comme Mobutu avait dit, quand parlons de la zaïrianisation, il dit le retour à l'authenticité. Au lieu de parler, peut-être, j'aurais voulu qu'il parle du recours, par exemple. Parce qu'on peut prendre ce qui est bien chez l'autre et voir, voilà un peu comment on pouvait nous organiser. Finalement, il faut agir. Tout à fait. Il faut agir. Et puis vous avez le deuxième objectif, il est économique. Nous devons avoir le moyen de notre politique. Chacun est cadre, chacun fait quelque chose, entrepreneur. On peut être estireur, mais on fait tellement bien, avec excellence, son travail. On peut intégrer également Alima, mais chacun doit être en mesure de donner quelque chose. Parce que, vous savez, les partis politiques aujourd'hui ont des problèmes congénitaux. Simplement par la manière dont ils ont été créés. C'est un individu qui a peut-être la position, qui a de l'argent, et qui estime qu'il peut créer un parti. Et après, vous avez le dictat. Vous n'avez pas de débats contradictoires au sein du parti. Okay? Vous avez une ligne que vous ne pouvez pas déborder. Et ça, ce sont des choses qui font que les gens sont frustrés. Et ou soit les autorités morales, j'aime pas trop cette appellation-là, mais qui imposent aux militants, ils forment beaucoup plus des militants, des fanatiques, parce qu'ils n'ont pas de discours. Donc Alima veut se donner aussi une autonomie financière. C'est-à-dire nous créons ce mouvement, nous nous donnons le moyen nous-mêmes, okay? Comme ça on garde une certaine indépendance intellectuelle. Et puis en troisième lieu, vous avez aussi un objectif politique. Ce que nous disons devons être en mesure à un moment donné de les appliquer. Comment le faire? Il faut entrer dans l'administration. Comment y parvenir si demain il y a élection? Nous voulons aussi aligner des candidats. Qu'on ait des candidats à tous les échelons, de sorte que
nous puissions aussi avoir une part sur la table des décisions. On impose ce que nous avons eu à nous dire pendant ces cheminements-là. Parce que nous voyons dans la durée. Nous avons fait un bond vers le futur. Nous rentrons, nous nous ressourçons. Nous rentrons dans nos sources pour nous ressourcer. Et puis finalement, nous les appliquons. Donc, c'est comme ça que nous agissons depuis un moment donné. Lorsque la mère patrie est touchée, nous avons été parmi les pionniers qui ont appelé à la mobilisation de tous les Congolais pour faire un front et affronter l'ennemi. Parce que le Congo ne peut pas trembler devant un échalas. Donc, il faut qu'on soit en mesure de nous souvenir que nous avons été grands et qu'aujourd'hui, nous devons nous imposer comme tels. Voilà. Alors, évidemment, cette émission, vous avez certainement constaté, est une première. Moi, je voudrais que ce soit une première parce que pour moi-même, pour eux, pour nous tous ici, il faut débattre avec l'opinion publique, avec le peuple. Tout ce que M. Kombolo a dit aujourd'hui, même si je l'ai félicité parce que les idées sont belles et elles touchent la vie, le peuple qui nous suit, les téléspectateurs qui nous suivent doivent réagir. Donc, cette émission va être diffusée. Et vous allez évidemment suivre dans nos plateformes, mais vous allez réagir, vous nous écrirez, vous lui poserez des questions, et vous réagirez même par rapport aux idées qu'il a lui-même véhiculées. Et moi, je le recevrai avec vos idées pour en discuter. Voilà le contenu de la deuxième émission que je vous annonce déjà. Mais en attendant celle-là, nous allons finir celle-ci. Et je voudrais la finir pour vous demander... Vous n'êtes pas encore un parti politique. Vous êtes dans quel format? Quel est le format de votre fonctionnement? Vous fonctionnez comme ça? Comment? C'est comme ça que j'ai dit tantôt, nous aurions vraiment voulu être un parti politique. Mais c'est par les critiques, par l'observation, que nous sommes dit un parti politique dans les contextes actuels n'est pas le bienvenu. C'est de trop. Tout à fait. Et ça on a une pléthore, c'est plus de 700 aujourd'hui. Et ça en vaut la peine par rapport à ce qui est fait ou ce qui est proposé. Donc nous nous sommes dit, on crée d'abord une forme de masse critique. C'est comme ça qu'au sein d'Alima, nous avons mis en place un cadre de réflexion dénommé Forum d'échange de l'élite consciente sur le Congo. Nous avons eu la première édition à Showbuzz au mois de mars. Et la deuxième édition, nous allons la voir en janvier 2023, toujours au même endroit. Et puis nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans les écoles, dans les églises, dans les sites universitaires pour partager. D'abord, il y a le partage, parce que n'oubliez pas la valeur à Lima, l'amour, c'est aussi le partage. Et c'est là où nous remettons un peu, on essaye de réfléchir, de nous remettre en cause, où nous disons, est-ce que nous avons besoin du capitalisme pour les Africains? Est-ce que nous avons besoin du socialisme? Pourquoi ne pas parler de l'humanisme? C'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux considérer que Paul Kagame est un mal africain. Dans le sens où, quand il trahit la mémoire d'un homme d'État comme Kadhafi, Kwame Nkrumah, Lumumba, qui voulait créer ou mettre en place les États-Unis d'Afrique, parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, vous avez des blocs qui se créent. Mais l'Afrique n'arrive toujours pas à créer un bloc. Simplement parce qu'on est encore jaloux de nos frontières, parce que il y a d'autres qui estiment qu'ils peuvent avoir plus, qui peuvent tuer. Ok? Aujourd'hui, on parle de plus de 10 millions de morts. Jusqu'à ça, quand nous allons continuer à pleurer, à porter les deuils. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui, même avec la crise que nous avons connue, que ça puisse nous interpeller. Parce que la crise ne vient pas que pour vous détruire, mais elle vient aussi pour vous rappeler qui vous êtes. Et vous donne la possibilité, l'opportunité de pouvoir vous recréer, ok? Et de pouvoir vous proposer pour... c'est comme je dis, même les frustrations. Nous ne pouvons pas rester dans les frustrations. Ça doit être transformé en une opportunité où nous proposons, nous faisons des propositions. Nous suggérons des choses pour développer notre pays. Parce que nous n'aurons aucune excuse en fait. Si aujourd'hui notre génération n'arrive pas à développer l'Afrique, n'arrive pas à développer le pays. Donc voilà. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette première émission avec monsieur Hervé Kombolo, excusez-moi, Kombolo. Vous avez quelques secondes pour lancer un message, parce que ce soir,
Certains ont été touchés. Ils veulent savoir comment nous faisons. Ne venez pas réveiller les gens qui dorment. Ne les réveillez pas si vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont faire de l'état de veille. Ils dormaient calmement. Vous les avez réveillés. Vous les avez éveillés. Donc, il faut leur indiquer la route à suivre. Quel est le dernier message que vous allez lancer à notre public pour ceux qui seraient intéressés par le mouvement Alima? C'est que le défi auquel le pays fait face aujourd'hui, ce n'est pas le défi d'un homme, mais c'est le défi de tout un peuple. Il est temps aujourd'hui que le Congo, les géants qu'il a toujours été, puisse se réveiller et s'imposer. Nous devons faire en sorte que, lorsque nos ennemis, potentiels ou réels, vont nous regarder demain, qu'ils puissent trembler devant nous. Comme je dis au début de l'émission, c'est que chaque politique est dans sa géographie. Nous devons nous identifier comme tel. Le Congo aujourd'hui lance un appel. Ce n'est pas l'appel d'un homme. Le Congo a utilisé peut-être ma voix pour lancer cet appel. Le pays ici nous a tout donné. Les richesses qui sont enfouies dans nos terres. La force, tout ce que vous voulez, la dimension de notre territoire, la démographie qu'il y a aujourd'hui. Demain, elle sera encore beaucoup plus grande. Ça sera un atout si nous voulons. Si nous posons des actes aujourd'hui responsables qui vont faire que cette démographie soit réellement utile pour demain. Elle doit être en bonne santé. Elle doit être nourrie. Elle doit être éduquée. Elle doit être suffisamment outillée. Nous devons suffisamment investir dans l'homme. Parce que quand on a investi dans l'homme et qu'il est développé, il développe son environnement. Et si vous développez l'environnement sans développer l'homme, cet homme-là est appelé à détruire. Donc le Congo a besoin de ses filles et de ses fils de se mettre ensemble, de se dépasser. C'est vrai, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de choses qui nous divisent, mais nous devons nous dépasser pour nous mettre ensemble et définir le Congo que nous voulons pour demain. Le Congo pour les générations futures. Nous devons travailler pour un cadre où il fera beau de vivre, où le peuple du monde viendront pour s'abreuver. Mais nous devons poser des actes aujourd'hui et travailler. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Cette émission vous a été préparée parce que vous méritez le mieux et nous avons fait notre effort pour vous amener une source d'information. Aujourd'hui, nous recevions les coordonnateurs de Alima, une dynamique, un mouvement de conscience, une plateforme d'intelligence qui voudrait permettre aux Congolais de retrouver leur route, cette route de puissance que nous indique notre géographie, notre histoire. Je voudrais ici particulièrement dédier cette émission à un grand esprit qui nous a quittés, le professeur Nyansire Omutunde Kalala, un très grand panafricaniste qui est parti, mais qui n'a cessé tout au long de tout son combat de demander aux Africains de savoir que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que les plus grandes choses, les plus grandes innovations, les plus grandes religions ont trouvé leur source en Afrique. C'est à l'Africain, à lui seul alors, de revenir vers lui-même, de se mettre debout, comme d'ailleurs les demande notre hymne national. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à droit à la parole ce soir. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. En tout cas, à la première occasion, réagissez à cette émission. Elle sera sur YouTube, elle sera dans nos plateformes, elle sera dans vos portables. Réagissez parce que ce n'est pas simplement un homme qui en a reçu un autre, mais c'est une dynamique générale sur le destin de notre pays. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.